Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, vous nous entendez? Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, on va se laisser encore une à deux petites minutes histoire que tout le monde arrive. Et je vais juste en profiter pour rappeler une première fois les règles d'usage pour le webinaire. Si c'est possible de fermer vos micros quand vous n'intervenez pas, ce serait parfait. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On va commencer. Merci à tous déjà d'être là cet après-midi pour ce webinaire. Vous étiez plus de 130 inscrits quand on a relevé les compteurs à 2h moins 5, donc il y a 8 minutes. On va, à travers cet après-midi, vous parler des plans R, donc qui découlent de l'article 85 de la loi sur d'orientation de la mobilité et qui renforce le volet R des PCAET, notamment en insistant sur la partie action, donc et évaluation de ces actions. Donc, ce qu'on vous propose après une rapide présentation d'AirParif, la DRIEF fera le point sur les aspects réglementaires et les recommandations liées à la mise en place de ces plans R. Puis ensuite, Fabrice Joly et Anne Kaufmann vous présenteront tout ce qui est accompagnement d'AirParif dans le cadre de la mise en place de ces plans R. Et on finira avec une présentation de Juliette Laurent qui présentera les éléments liés aux collectivités territoriales que peuvent amener AirParif, soit lorsque les collectivités territoriales sont adhérentes à AirParif, soit lorsque malheureusement elles ne le sont pas. Oui. Voilà dans les grandes lignes. Alors je l'ai déjà fait pour une partie des présents à 2h, mais je vais juste le faire pour tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Rappeler si possible les bonnes pratiques pour une bonne tenue du webinaire et qu'on puisse bien échanger. Donc, vous demandez de couper votre micro lorsque vous n'intervenez pas. Et si jamais vous ne le faites pas, on le fera pour vous. Mais ça serait plus sympa que vous le fassiez. Voilà. J'entends que c'est la caisse à l'autre bout. Pour poser toutes vos questions, utilisez le chat. On fera un point à la fin des présentations. On passera les questions en revue et on les regroupera en fonction des thèmes. Si jamais il y a le moindre souci technique ou autre, vous n'hésitez pas à lever la main. Vous avez une petite application dans Zoom normalement pour le faire. On vous mettra à disposition les supports de présentation et la vidéo du webinaire à travers le site AirParif. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Alors oui, donc parfait. Donc comme je vous le disais, on va être plusieurs à intervenir cet après-midi sur le webinaire. Donc je vous ferai rapidement une première présentation d'AirParif
Puis ce sera Manon Hamelin-Kowarski pour la DRIE qui fera le point sur les aspects réglementaires et les recommandations. Et après, vous aurez une présentation de Fabrice Joly et de Anne Kaufmann sur les plans R. On va excuser Charles qui est parmi nous mais qui pourra sûrement pas intervenir. Et Juliette Laurent finira sur une présentation pour l'offre aux collectivités territoriales. Donc, je vais commencer pour qu'on tienne le timing. Alors, AirParif, pour ceux qui ne connaissent pas, AirParif, c'est l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air. Donc, on travaille sur la qualité de l'air, qui est un enjeu majeur en lien avec d'autres thèmes comme la santé, le climat, l'énergie, bien évidemment. Il faut savoir qu'en Île-de-France, c'est la première préoccupation environnementale, hein, d'après un sondage de 2018 IFOP. Première préoccupation justifiée, puisque bien que la qualité de l'air s'améliore, on reste au-delà des valeurs limites réglementaires et bien au-delà des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, dépassement qui touche quasiment tous les franciliens. Alors, il y a plusieurs études, hein, c'est des chiffres qui évoluent, il y a plusieurs études qui cherchent à déterminer l'impact sanitaire, notamment en termes de décès prématurés de la pollution de l'air. C'est estimé à plus de 10 000 par an en Île-de-France, qui sont liés à la qualité de l'air. 67 000 en France. Une étude plus récente donne le chiffre de 200 000. Il faut savoir que principalement, en fait, c'est des hypothèses de calcul qui font la différence entre ces chiffres-là. Mais ça illustre bien l'impact important en termes d'enjeux sanitaires que peut avoir la pollution de l'air. C'est un coût ici, c'est un coût annuel qui avait été estimé par une mission sénatoriale à 101 milliards d'euros par an, qui englobe à la fois le coût sanitaire, mais aussi le coût sur l'agriculture, le coût sur les activités touristiques, sur le bâti notamment. C'est un coût ici parce que de plus en plus, il y a un contentieux qui s'installe, notamment avec l'Europe, qui est lié au non-respect des valeurs limites réglementaires. Donc, ça pourrait amener prochainement à des amendes sur ce sujet-là et des astreintes. C'est un coût ici puisqu'il y a une action même en France avec le Conseil d'État qui fixe une astreinte à 10 millions d'euros par semestre jusqu'au respect des valeurs limites. Et juste pour vous illustrer aussi le lien entre qualité de l'air et les enjeux climatiques, AirParif fait des observations de CO2. Alors, on calcule aussi les émissions de CO2 du territoire, mais on mesure aussi le CO2 dans l'air, tout en haut de la tour Eiffel. Et quand on regarde les observations, les chiffres, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation du CO2 entre 1993 et 2015 de plus de 15%. Donc tous ces enjeux de santé, ces enjeux de mobilité, ces enjeux énergétiques qui sont en lien avec la qualité de l'air montrent qu'il y a une nécessité d'avoir une information fiable et transparente sur cette question, chose que AirParif s'attache à mener à bien. Alors, comme je vous le disais, AirParif, c'est une association agréée de surveillance de la qualité de l'air, qui est une spécificité française, qui est fixée par la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie de 1996. On s'appuie pour ça sur une gouvernance quadripartite et équilibrée. On est une association de loi de 1901, donc 4 collèges forment notre conseil d'administration. Un premier collège qui regroupe les services de l'État, un second collège avec les collectivités territoriales, un troisième collège avec le représentant des diverses activités économiques et un quatrième collège qui regroupe les associations de protection de l'environnement, des consommateurs et les experts. Chacun de ces collèges dispose de 25% de vote lors du conseil d'administration. Voilà. Les financements sont principalement assurés, notamment sur le budget général, par le collège 1, le collège 2 et le collège 3. Et comme je vous le disais, on travaille sur une approche transversale, air, climat, énergie, et aussi de plus en plus sur des sujets d'air intérieur au complément à nos activités sur l'air extérieur. Donc, nos missions, c'est surveiller l'air respiré par les franciliens grâce à un dispositif de mesures robuste et fiable, comprendre aussi la question de la pollution de l'air, de ses impacts en participant à l'amélioration des connaissances, accompagner les citoyens et tous les acteurs en informant, en sensibilisant et en évaluant les actions. Et il y a aussi tout un travail qu'on mène depuis quelques années sur l'innovation, notamment à travers notre plateforme AirLab que certains d'entre vous doivent connaître. Alors, AirParif en quelques chiffres. Donc, on a fêté nos 40 ans en 2019. On regroupe 70 salariés, ce qui fait à peu près 65 ETP. On a environ 150 adhérents, comme je vous le disais, donc qui sont regroupés dans les 4 collèges présentés.
Et on a, au-delà de notre travail de surveillance, on a aussi un travail d'information très très important. Et on est beaucoup sollicité sur ces questions. Hein. Juste un chiffre, on a à peu près on a eu l'année dernière 425 sollicitations médiatiques, donc en 2020. Notre dispositif de surveillance, il permet de produire 30 millions de données produites, enfin 30 millions de données par heure. Vous verrez des illustrations au travers de l'après-midi. Et juste pour vous comparer aussi deux chiffres d'un point de vue financier, on évalue à 0,67 euros par an le coût par habitant de la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France, quand une étude parue à l'automne dernier évaluait sur Paris uniquement un coût à 1 600 euros par an de l'exposition à la pollution. Alors, comment on produit toutes ces informations, notamment de surveillance? C'est en utilisant trois outils qu'on va additionner entre eux. Hein. À la fois le réseau de mesure fixe de stations de mesure, qui est l'outil historique primordial, qui est le plus connu. Donc, il y a environ 70 stations de mesure en Île-de-France, qu'on va compléter avec des campagnes de mesure. Sur des zones particulières, ça va nous permettre d'investiguer notamment au bord d'aéroports, au bord d'échangeurs autoroutiers ou pour répondre à des demandes particulières, il y a des aménagements urbains par exemple. Ça nous permet aussi de mesurer des nouveaux polluants avant que ça soit le cas et qu'ils soient intégrés au réseau de surveillance. Et ça va aussi nous permettre de tester éventuellement d'autres matériels de mesure à travers ces campagnes. Et le dernier outil, c'est la modélisation, à la fois la modélisation des concentrations, mais aussi la modélisation des émissions, donc des rejets de polluants dans l'air, pour lequel on va regrouper un tas d'informations, que ce soit le trafic routier, les consommations énergétiques, etc., pour pouvoir évaluer les rejets de polluants dans l'air et évaluer aussi leur devenir dans l'air et à quel niveau de polluants on va être exposé. Et on a, à travers des méthodes d'assimilation de données ou de géostatistique, la capacité à finalement coupler les avantages du réseau de mesure et de la modélisation pour pouvoir produire des cartographies en temps réel, aussi faire des bilans de la qualité de l'air, à la fois en termes de concentration et en termes d'inventaire des émissions, et aussi tout un travail de prévision qui est bien connu sur les indices de qualité de l'air et les épisodes de pollution, notamment pour pouvoir prévenir la préfecture en cas d'épisode de pollution. Alors, juste une petite illustration de ce que fait notre dispositif de surveillance actuellement. Donc là, c'est une capture d'écran sur ce qu'il y a notre site web. Donc, on produit chaque heure une carte en Île-de-France à une résolution spatiale de à peu près 10 mètres sur Paris, 25 mètres en petite couronne et 50 mètres en grande couronne. Et vous pouvez de ce fait connaître la qualité de l'air dans toutes les rues de la région et à tout point de la région, par exemple en cliquant sur la carte de notre site web, en consultant notre application AirTarif Itinéraire ou en rentrant une adresse dans la barre de recherche de notre site web. Et donc, vous avez connaissance de l'indice de la qualité de l'air, mais aussi des différentes concentrations pour les 4 polluants qui rentrent dans ces cartes. Ces 4 polluants-là, d'ailleurs, sont les 4 polluants qui sont les plus critiques et les plus à enjeu en matière d'exposition chronique à la qualité de l'air, comme vous le montre le petit tableau. C'est toujours le cas, même si les niveaux, notamment pour les PM10, les PM2.5 et le NO2 baissent au fil des années, on reste au-delà des valeurs limites. On a aussi ce type d'information pour pouvoir quantifier quels sont les rejets de polluants et de gaz à effet de serre à l'échelle d'un territoire, notamment jusqu'à l'intercommunalité. Donc ça, on viendra plus en détail dans la présentation, mais voilà, sur votre territoire, vous pouvez savoir ce que vous respirez et aussi quelle est la pollution qui est émise. Et toutes ces informations, que ce soit les données, mais aussi les rapports d'expertise, les bilans de la qualité de l'air, etc., sont disponibles sur nos sites web. On communique aussi à ce sujet-là sur nos réseaux sociaux. Vous avez aussi des informations à travers l'application AirTarif Itinéraire. Et ces informations sont généralement relayées sur les panneaux municipaux. Si ce n'est pas le cas, il suffit de nous demander pour que vous ayez des accès à notamment nos clés API pour faciliter ça. Mais relayé aussi à la télé avec le bulletin France 3 sur 19-20 ou dans les journaux, notamment dans le cadre de sorties d'études ou quotidiennement pour informer sur la qualité de l'air. Voilà, je vais passer la parole à Manon Hamelin-Kowarski. Je vous propose qu'on prenne les questions un petit peu plus tard dans le déroulé de l'après-midi.
Et n'hésitez pas à les poser dans le chat, comme ça nous permet, nous, de les prendre, les traiter, éventuellement de les regrouper par thème. Manon, je vous laisse la parole. On va vous nommer hôte pour que vous puissiez prendre la main et passer votre présentation. Très bien. Merci. Une seconde. Alors. Est-ce que c'est bon, vous voyez? On voit, c'est bon. Super. Ok. Alors, bonjour, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Manon Hamelin-Kowarski. Je travaille à la DRIE au sein du service énergie, climat, véhicule et j'encadre le pôle énergie, environnement. Je vais faire seule la présentation, mais seulement pour information. Il y a d'autres agents de la DRIE qui participent à ce webinaire et qui pourront participer. Jean-Luc Garouana, chargé de mission qualité de l'air, Patrick Favé, chargé de mission PCET, ainsi que Mehdi Broussillon, qui travaille sur l'évaluation environnementale. Alors, ma présentation, donc, elle va porter effectivement sur le plan d'action de réduction des polluants atmosphériques, plus communément appelé plan R, en Île-de-France, qui a été instauré par la loi. Dans un premier temps, je voulais rappeler un peu le contexte et les enjeux qui ont très bien été rappelés également par Arif à l'instant. Et juste pour rappeler le contexte francilien par rapport à la qualité de l'air. Ensuite, vous parlez des modalités principales de ce plan R, disons qui est concerné, à quelle échéance, et terminer par une note d'interprétation de cet article qu'on a élaboré au sein de la DRIE afin d'accompagner l'élaboration de ces plans R et leur intégration dans les PCAET. Donc, pour en revenir au contexte de l'Île-de-France, la pollution de l'air en Île-de-France, c'est un sujet à fort enjeu parce qu'à la fois, ça recouvre des enjeux sociaux, sanitaires et environnementaux. Ça a été très bien dit par Arif. J'ai également rappelé quelques chiffres ici que je voulais énoncer. Donc, à la fois le nombre de franciliens, qu'on estime à 500 000, exposés à des dépassements de seuil réglementaires de dioxyde d'azote, donc en majorité émis par les transports routiers. 100% du territoire au-dessus des seuils de l'Organisation mondiale de la santé de qualité de l'air, particulièrement pour les particules de 5, et dont 42% provient de la combustion du bois dans les appareils individuels. Et enfin, un chiffre qui a été également dit tout à l'heure, que la pollution de l'air serait à l'origine de 10 000 décès par an en Île-de-France. À ces chiffres très parlants, qui parlent d'eux-mêmes, il y a ce contexte effectivement actuel de contentieux auquel on est soumis. J'en parlerai très rapidement parce que dans la note d'interprétation, on vous a mis des éléments là-dessus pour votre bonne information. Mais l'idée était effectivement de dire qu'à la fois on a des contentieux à l'échelle européenne et à la fois à l'échelle du territoire français. Donc au niveau de l'Union européenne, il faut savoir qu'à la fois on est attaqué sur les oxydes d'azote et à la fois sur les particules fines. Le contentieux sur les oxydes d'azote est bien plus avancé que celui sur les particules fines parce qu'on a déjà été condamné par la Cour de justice de l'Union européenne et on a transmis début février un rapport, un mémoire en réponse à la Commission dont on attend donc la décision. Au niveau français, donc suite à la condamnation du Conseil d'État. Manon, oui, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez me faire défiler vos slides, s'il vous plaît? Parce qu'on est resté figé à la première page là. Ah, là? Oui, et malheureusement. Vous voyez toujours la première page? Oui. Alors peut-être que c'est pas le bon écran qui est partagé, mais nous on a toujours la première page. Et peut-être aussi qu'il sera nécessaire de couper votre caméra pour améliorer la liaison. Oui. Parce qu'en fait ça coupe. Donc si vous pouvez passer en diaporama et passer que les slides puissent se dérouler, ce serait parfait. Alors, est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous voyez le diapo? On vous entend et on ne voit pas le diapo. Mais ça ne saurait tarder. Alors. Et le diapo est là, c'est bon. Ouais. D'accord. Donc c'est bon, vous êtes sur la deuxième page, vous la voyez? On est sur la 4e page, pour être exact. D'accord. Là, vous ne voyez pas les chiffres clés? Non, on voit une réponse aux enjeux apportés par tous les acteurs. Alors, je ne sais pas ce qui se passe parce que pour autant, là, je suis en train de changer les diapos.
Alors, attendez. Sinon, Manon, vous savez ce qu'on va faire? On va reprendre la main et comme on a la présentation, Oui. on va vous suivre à l'oral et on passera les slides de notre côté. D'accord? Oui, oui, carrément, parce que là, pour le coup, je vois pas de problème. Alors, donc, si vous pouvez nous redonner la main, ce serait parfait. Et on a la présentation sous les yeux, on va passer les slides pour vous. D'accord, pas de problème. Il faut juste nous renommer en tant qu'animateur ou hôte, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon. Super. Voilà. Tout le monde voit la présentation? Si vous pouvez me répondre dans le chat, ce serait parfait. Bon, super. Bon, allez-y Manon, c'est bon, on a bien la présentation. D'accord. Allez-y, vous pouvez continuer. Du coup, c'était simplement pour terminer sur le contentieux français que suite donc à la condamnation par le Conseil d'État, on a également fait parvenir une réponse début février et on attend donc l'issue de la décision du Conseil d'État. Tout ça pour dire finalement et arriver à cette conclusion qu'il y a une vraie nécessité d'agir et d'agir maintenant. Après, la question se pose, vous pouvez changer de diapo, sur effectivement qui agit et comment. Et c'est pour ça que je voulais rappeler cet article qui réénonce le droit reconnu à tout un chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Parce que cet article, il va plus loin qu'énoncer ce droit finalement, parce qu'il explicite qui est garant de son respect. Et comme on voit là, c'est à la fois l'État et ses établissements publics, à la fois les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les personnes privées. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un vrai partage des responsabilités, finalement, dans la limite, bien sûr, de chacun de nos responsabilités et dans le domaine de nos compétences. Mais en tout cas, il revient à tout un chacun d'œuvrer pour agir sur la qualité de l'air et l'améliorer. Vous pouvez passer. S'agissant, dans ce cadre, finalement, les plans climat, air, énergie territoriaux, ça constitue des outils, des leviers d'action pour agir et qui sont aux mains des collectivités car relevant de vos compétences. Les plans climat, air, énergie territoriaux, leur vraie richesse, c'est que ce sont des outils de planification donc, territoriale, mais à la fois stratégiques et opérationnels. Niveau stratégique, car ils fixent bien des objectifs à la fois court terme, moyen terme, long terme, et donc des priorités qui vont être hiérarchisées et justifiées, à la fois en adéquation avec les objectifs régionaux et nationaux, mais également en adéquation et en adaptation à un territoire précis, à des enjeux vraiment locaux. Au-delà de cette stratégie, c'est des outils opérationnels, car il s'agit bien de définir un programme d'action avec des actions impactantes et ciblées sur les priorités définies dans la stratégie et indiquant les moyens qui seront mis en œuvre pour réaliser ces actions. Au regard de ces constats, finalement, d'enjeux d'amélioration de la qualité de l'air, qui se fait de plus en plus pressant, et de l'existence de cet outil à la main des EPCI, finalement, on comprend bien, d'une part, qu'il y a un renforcement global de l'action en faveur de la qualité de l'air, et ce, pour tous les acteurs, mais qu'également un plan d'action de réduction des polluants atmosphériques soit, en fait, finalement intégré au PCAET, en ce qu'il constitue également, en fait, un plan d'action stratégique et opérationnel et spécifique sur la qualité de l'air. Là, je voulais lever une ambiguïté qu'on a pu voir apparaître dans les questions qui nous ont été posées. Le plan air, c'est pas un document de planification supplémentaire. C'est bien un plan d'action qui vient être joint au plan au PCAET original. Donc pour être concrète, avant la loi d'orientation des mobilités, on avait un programme d'action qui rassemblait l'ensemble des thématiques. Après la loi d'orientation des mobilités, on a bien un programme d'action toute thématique, mais hors qualité de l'air, et à côté, un plan d'action air. Donc effectivement, il y a une articulation de facto avec les autres thématiques. Dans ma première diapo, je rappelais effectivement le transport routier ou le chauffage au bois, donc le secteur résidentiel, qui vont être source d'émissions importantes. Mais l'important sur ce plan d'action air, c'est qu'on ait un nouveau point d'entrée, que finalement notre question se pose de comment j'agis sur la qualité de l'air. Donc non pas une entrée par secteur, mais une entrée plutôt, disons, par nature d'action. Est-ce que je vais réduire mes émissions avec cette action ou est-ce que je vais diminuer l'exposition de mes habitants? Vous pouvez changer. Merci beaucoup. Ce plan air,
il crée aussi deux nouveautés. À la fois une obligation de résultat, donc parce qu'il il est établi en vue d'atteindre et de respecter les normes de qualité de l'air dans des délais contraints, les délais les plus courts possibles, et de contribuer à l'atteinte des objectifs du plan de protection de l'atmosphère. Donc effectivement, avant la LOM, le PCAET devait s'articuler avec les objectifs du PPA, mais désormais doit bien contribuer à l'atteinte des objectifs. Donc il y a un vrai résultat attendu. L'autre obligation qui est créée, ce sont les obligations de moyens. Les objectifs à fixer sont désormais des objectifs territoriaux biennaux, donc tous les 2 ans à partir de 2022, et il doit comporter 2 éléments importants, 2 éléments structurants. À la fois une étude qui porte sur la création d'une zone à faible émission mobilité. Donc cette étude doit être à même de dire si une zone à faible émission mobilité est nécessaire pour atteindre les objectifs. Et à la fois, elle doit porter cette étude sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions de la circulation, afin de favoriser la circulation des véhicules à très faible émission. Au-delà de cette étude, ce plan d'action, il doit comporter une liste d'actions en faveur de la qualité de l'air, avec les 2 portes d'entrée que j'ai citées juste avant. Est-ce que je suis en train de réduire mes émissions avec cette action ou est-ce que je suis en train de diminuer l'exposition, en particulier des établissements recevant les publics les plus sensibles? Vous pouvez passer. Donc concrètement, sur le territoire francilien, donc, qui est concerné par cette obligation? Il se trouve que cette obligation, elle s'adresse à tous les EPCI couverts en tout ou partie par un plan de protection de l'atmosphère. En Île-de-France, le plan de protection de l'atmosphère, il est régional. Donc, tous les EPCI franciliens obligés de réaliser un PCET doivent y intégrer un plan d'action R. L'échéance désormais. L'objectif est bien d'ajouter un plan R au PCET dans les délais les plus courts possibles. Donc, il y avait ces 2 indications. Donc, avant le 1er janvier 2021, pour les EPCI inclus dans la zone administrative de surveillance de la qualité de l'air, qu'on dit zone sensible en Île-de-France, et le 1er janvier 2022 pour les autres EPCI. Dans la diapo juste d'après, du coup, vous pouvez juste, merci beaucoup, on vous a montré une carte d'avancement des PCET d'Île-de-France. Cette carte, elle est en ligne sur notre site internet et elle sera jointe à la note d'interprétation qu'on vous transmettra après ce webinaire. Et elle met en valeur l'état d'avancement de chacun des PCET ainsi que l'échéance pour réaliser le plan d'action R. Voilà, vous pouvez passer. Maintenant, sur cette note, la fameuse note d'interprétation de l'article 85. Je rappelle ici que cette note qu'on vient d'élaborer, elle a bien pour objectif de faciliter l'élaboration de ces plans d'action, d'expliciter les obligations relatives à ce plan d'action et également de s'adapter au contexte francilien, de tenir compte des spécificités. On traite aujourd'hui du cas général, on a essayé d'aller dans le détail le plus... on a essayé de plus détailler possible. On pourra pas forcément aujourd'hui prendre chacun cas par cas, mais on a vraiment tenté de faciliter cet accompagnement et cette démarche de facilitation. Du coup, elle est composée de 4 parties, cette note. Oui, vous pouvez passer à la slide d'après. Elle comporte 4 parties. À la fois, elle rappelle le contexte, que j'ai rappelé rapidement aussi ici dans la présentation, mais donc plus détaillé. L'intégration du plan R au PCAET, les attendus en termes peut-être de contenu, et également les modalités d'élaboration pour tenir compte de l'état d'avancement de chacun des PCET franciliens. Il y a aussi quelques annexes pour votre bonne information, donc sur les objectifs nationaux à respecter, la carte d'avancement des PCET que je viens juste de vous montrer, une foire à questions qui reprend quelques questions très précises, qui pourra d'ailleurs être alimentée avec les questions posées aujourd'hui, une page sur l'état d'avancement des contentieux et également une présentation rapide d'Airparif, même si la présentation faite juste avant était bien plus exhaustive, je pense, mais en tout cas, on l'a rappelé dans cette note. Du coup, je passe tout de suite à la partie 2 de cette note, parce que vraiment la partie 1, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, sur qui est concerné et à quelle échéance. La partie 2 d'intégration du plan R au PCET. Pareil, j'essaie vraiment de soulever des ambiguïtés et des doutes qu'il y a pu avoir, des questions qui nous ont été posées. Je dis bien que le plan R, c'est un plan d'action qui constitue une partie du programme d'action à part entière. Je vois des questions qui se sont posées en même temps sur comment se procure cette note. Cette note, elle vous sera transmise à l'issue du webinaire. Pour le moment, elle est encore
dans mes fichiers, mais elle vous sera transmise juste après. Donc le plan d'action, voilà, ça constitue bien un programme d'action à part entière du programme d'action qui couvre du coup sur les autres thématiques. Ce plan d'action, il est élaboré en vue d'atteindre des objectifs. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'ils pourront vraiment à juste titre venir alimenter la stratégie. Avant la LOM, la stratégie, elle portait sur les priorités et objectifs de l'EPCI en termes de réduction des polluants atmosphériques. Aujourd'hui, avec la LOM, demande des objectifs territoriaux biennaux. Donc, il paraît assez logique que ces objectifs puissent apparaître dans la partie stratégie territoriale. La petite capture que vous voyez juste en dessous, c'est en fait, j'ai fait quelques captures de la note d'interprétation, juste pour vous montrer la structure. L'idée, c'est à chaque fois d'expliciter le texte et de faire une petite synthèse des recommandations et d'interprétation. Donc ça, c'est la partie 2. La troisième partie, c'est sur donc, les attendus par rapport au contenu de ce plan R. Je vais rappeler que quelque chose, voilà, je vais prendre les points importants là-dessus. Il y a 3 enjeux par rapport à ce contenu. C'est à la fois de traiter des principaux sujets, c'est-à-dire des secteurs les plus émetteurs. Ils sont assez connus, on les a rappelés peut-être en début de présentation. C'est vraiment s'attacher à ce qui a le plus d'impact sur votre territoire. Ensuite, c'est de montrer l'intensité et la volonté d'agir. Et enfin, l'évaluation de l'efficacité de ces actions. Aujourd'hui, on a un peu changé de paradigme. On était vraiment sur, disons, l'opérationnalité, un programme d'action, on veut agir. Disons que la LOM, elle vient ajouter le côté évaluation des actions. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a beaucoup de rapports sur l'évaluation des politiques publiques. On ne peut plus forcément se permettre de faire une action sans juger de son impact. Si on veut viser une efficacité de notre plan d'action R, cette évaluation, elle est vraiment nécessaire. Ensuite, deuxième aspect important, c'est identifier la nature de l'action. Pareil, est-ce que je réduis mes émissions ou est-ce que je diminue l'exposition? Cette porte d'entrée, elle est vraiment importante. Ensuite, lisibilité et cohérence. Je lisais pareil tout à l'heure qu'on comprend bien qu'il y a des actions qui sont en lien avec les autres thématiques, les transports, le secteur résidentiel ou autres. Dans la loi, il n'est pas indiqué expressément quelle action doit se retrouver dans le plan d'action R, sous quelle forme, voilà, ni la forme ni le contenu. Donc, on peut tout à fait envisager une certaine liberté dans la façon de contenir ce plan d'action qui, par exemple, pourrait faire un renvoi à une action qui est déjà présente dans le PCAET. L'idée, c'est de ne pas doublonner non plus, ce n'est pas d'alourdir la charge, mais bien d'identifier ce que je fais et comment je le fais et l'objectif que cette action atteint. Voilà, tout ça pour, à la fin, sommer les résultats attendus et déterminer s'ils vont permettre d'atteindre nos objectifs. Maintenant, je vais devoir partager mon écran. Avant de partager mon écran, je voulais juste vous indiquer qu'à la fin de la présentation, vous pourrez retrouver des liens pour quelques ressources pour aller sur notre site et notamment le lien vers le plan de protection de l'atmosphère et des fiches à destination des collectivités qui spécifient les actions que peuvent et doivent mettre en place les collectivités. Alors, je vais essayer de repartager mon écran. Vous me dites. Alors, on vous a renommé Annie Autain, Manon. Oui, j'ai vu. Est-ce que. Alors, vous me dites. On voit bien votre écran et Vous on voyez? voit bien ce qui semble être la note. Ok. Donc là, on arrive à la 4e partie de la note, donc modalité d'élaboration du plan d'action en Île-de-France, du plan R en Île-de-France. De manière générale, il y a effectivement une consultation d'Airparif, donc de l'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air, afin de fournir des données et tout élément d'analyse à sa disposition. Manon, vous avez coupé votre micro, je ne sais pas si vous m'entendez, et comme vous êtes haute, on ne peut pas vous le réactiver. Manon, vous m'entendez?
Manon, votre micro est coupé. Allô? Je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez? Non, on vous entend, vous pouvez reprendre. Votre micro était coupé. D'accord. Pardon? Bon, je suis désolée. On n'a plus de partage d'écran par contre. D'accord. C'est bon? Voilà. Ok. Bon, je suis vraiment désolée, hein. Je ne sais pas. Bon. Du coup, voilà. S'ils ne contiennent pas de plan R, est-ce que vous avez entendu les différents cas de figure? Je ne sais pas du coup à partir de quand ça Non, a non, coupé. ça a coupé à partir du moment où vous êtes allé sur la note pratiquement et que vous êtes passé à la partie 4. D'accord, ok. Bon, du coup, je vais aller très vite parce que j'imagine qu'on pourra y répondre aussi dans les temps de questions. Sinon, je vais prendre un peu trop de temps, j'imagine, sur les présentations. Mais l'idée, c'était bien de distinguer les PCAET qui sont adoptés avant la loi d'orientation des mobilités des autres. Pour ceux qui ont été adoptés avant la loi d'orientation des mobilités, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Soit le plan R doit être renforcé. Dans ce cas-là, il est soumis aux 3 avis, mais pour l'avis de l'autorité environnementale, c'est un examen au cas par cas. Ce qui pourra éventuellement, si le PCI est dispensé d'évaluation environnementale, mener à la non-nécessité d'organiser une consultation du public. Si toutefois, c'est dans le deuxième cas de figure, il n'y a pas de plan R, le plan R doit suivre les mêmes conditions prévues pour l'adoption d'un PCAET initialement. Donc les 3 avis, la consultation et l'adoption par délibération. À noter qu'il n'y a pas de notification au préfet ni de concertation préalable, parce que ces phases ne correspondent pas aux conditions d'adoption d'un PCET. Pour le deuxième cas de figure, je vérifie que... OK. Pour le deuxième cas de figure, je tiens à rappeler que le cas général, pareil, c'est que le plan d'action R doit être intégré au cours de la procédure d'élaboration du PCET. Et le PCET peut ainsi suivre sa procédure normale de consultation à la fois du préfet de région, du conseil régional et de l'autorité environnementale. Bien sûr, on s'est rendu compte qu'il fallait aller un peu plus loin et tenir compte de plus de spécificités locales, notamment de la consultation et des avis réglementaires qui avaient été ou non rendus. Donc, il y a 2 cas à distinguer ici. Si la consultation n'a pas été menée et si la consultation a été menée. Dans le cas où la consultation n'a pas été menée, on vous recommande vivement d'ajouter le plan d'action R à votre projet de PCET. Et dans ce cas-là, le projet sera modifié et donc devra faire l'objet à nouveau des avis à la fois du préfet de région, du conseil régional et une consultation de la MRAE avec évaluation environnementale systématique. Je comprends que ça mette en plus une démarche particulière, que ça puisse décaler en termes de délai, puisse poser de difficultés. Après, s'il s'agit d'une modification d'un plan d'action, donc d'une partie du PCET, les avis peuvent tout à fait être rendus plus vite également. Ça peut être une démarche qui peut être aussi plus rapide. Mais dans ce cas-là, la participation du public pourra être effectuée sur la deuxième version du projet. Enfin, si la consultation a été menée, je voulais juste, j'ai pas écrit grand-chose là-dessus, simplement vous informer que ça peut poser une vraie difficulté quant à la bonne information du public. Et il s'agit d'un des motifs qui entrave la régularisation du projet en cas d'irrégularité de procédure. Voilà. Après, je comprends, pareil, une fois que les délais, c'est un exercice compliqué qui peut rallonger les délais. L'important étant que, voilà,
si vous êtes dans ce cas-là, finalement, vous pouvez aussi vous retrouver. En fait, les deux derniers cas sont assez similaires. Il y a les PCET qui ont été adoptés après la loi d'orientation de mobilité sans plan R. Dans ce cas-là, nous vous recommandons vraiment vivement de mettre rapidement en conformité votre PCET avec la réglementation, parce que c'est un fait, désormais, un PCET doit contenir un plan R. Voilà, j'en ai terminé ma présentation. Du coup, merci de votre attention et je pourrais répondre à vos questions tout à l'heure et revenir peut-être de manière un peu plus lente sur ces différents cas de figure. Merci Manon. Est-ce que c'est possible que vous nous rendiez la main pour passer à la présentation suivante? Et donc, on va laisser Fabrice Joly, qui est responsable du service études à Air Paris, et Anne Kaufmann, directrice des études de la prospective à Air Paris, vous présenter tout ce qui peut relever de l'accompagnement d'Air Paris dans le cadre de l'élaboration de ces plans R. Juste le temps de mettre le diaporama à la bonne slide. Et après, on reste sur ce diaporama-là. Donc, ce serait plus rapide. Et on passera ensuite, à la fin de cette présentation et de la présentation de Juliette, aux questions. Fabrice, Parfait. à toi. Merci Pierre. Donc, je vais vous présenter quelques éléments de contexte, effectivement, et puis également une étude qui est en cours, qui permettra d'alimenter aussi les réflexions sur les gains, notamment d'émissions nécessaires pour arriver en dessous des valeurs réglementées. Alors, le constat, voilà, il est partagé, on en a déjà parlé depuis quelques minutes sur le fait d'agir et d'agir rapidement, même si on a une baisse tendancielle des niveaux, que ce soit en situation de fond ou à proximité du trafic routier, avec des diminutions allant de 25 à 30% depuis une dizaine d'années. On voit clairement que voilà, la réglementation n'est pas respectée principalement au voisinage des grands axes routiers en Île-de-France et plus encore dans le cœur dense de l'agglomération, avec près de 500 000 franciliens qui sont encore exposés à un air qui ne respecte pas la valeur limite annuelle. Ici, vous avez donc l'exemple du dioxyde d'azote, donc le NO2. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, par intermédiaire de la DRIE, notamment pour les plans R, il y a deux axes pour agir. Donc, soit réduire les émissions à la source, soit limiter l'exposition des populations. Donc, réduire les émissions. Les émissions, c'est quoi? C'est vraiment ce qui est rejeté dans l'atmosphère. Ah, problème de présentation. Donc, ce qui est rejeté directement dans l'atmosphère, donc c'est la quantité de polluants qui sort, par exemple, d'une cheminée industrielle ou d'un pot d'échappement, si on parle du trafic routier. Et l'exposition de la population, donc là, c'est plus en lien avec l'air qui est respiré par la population, donc on parle de concentration. Donc, la différence entre émission, donc ce qui est rejeté dans l'air, et concentration, ce qui est respiré par chacun. Voilà. Donc c'est sur ces deux axes où on peut agir donc, pour limiter, améliorer la qualité de l'air et limiter son exposition. Donc vous avez ici pour les émissions d'oxyde d'azote en haut et les particules PM10 en bas, l'évolution depuis 2005, donc sur les 13 dernières années, où on voit un net recul des émissions, puisqu'on est pour les oxydes d'azote à moins 45%, pour les particules PM10 à moins 34%. Et on peut voir surtout la part prépondérante des émissions liées au transport routier. Vous avez en orange sur les oxydes d'azote, donc qui est vraiment la part essentielle, en tout cas principale, des émissions de NOx. Et on peut voir également depuis 2005 une baisse importante avec moins 42%. Le secteur résidentiel qui est, lui, caractérisé par la petite couleur jaune,
avec également une baisse un petit peu moins importante sur les NOx, donc de moins 24%, et qui présente également le deuxième secteur le plus contributeur au NOx. Et pour les particules, c'est inverse, puisque si le résidentiel est deuxième contributeur pour les NOx, il est le premier pour les particules PM10, avec toutefois une réduction aussi depuis 2005 de 30% de ces émissions, et également le trafic routier avec près de la moitié des émissions qui ont été réduites depuis 2005. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des leviers d'action en fonction des secteurs. On voit bien le trafic routier pour les NOx et le résidentiel, et également encore le trafic routier pour les particules. Et même si les diminutions sont importantes depuis 2005, il y a encore du reste à faire. Et d'ailleurs, l'Île-de-France, par rapport au plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, qu'on appelle le PREPA, et dans les objectifs de ce qui est défini à l'horizon 2020, 2025 et 2030, où vous avez ces objectifs qui sont caractérisés par les courbes orange, sur les deux petits graphiques, à gauche pour les NOx et à droite pour les PM2,5. Et on voit bien, grâce à l'inventaire des émissions réalisées annuellement par Air Paris, donc la courbe en bleu, où on se trouve voilà, dans les objectifs, même plus encore pour les PM2,5, avec une diminution qui est encore plus importante que l'objectif. Également des objectifs, non pas sur les émissions, mais là sur les consommations énergétiques, liées au schéma régional climat, air, énergie, donc qui donne des objectifs de consommation d'énergie sur la période 2005-2020. Je ne vous ai pas mis les graphiques ici, mais la tendance est plutôt moins bonne que sur les émissions, hein, où on a plutôt tendance à consommer plus que ce qui était donné comme objectif dans le cadre du SRCAE. Donc, on mène actuellement une étude qui permet d'estimer les gains d'émissions nécessaires pour différentes entités géographiques pour donc respecter à la fois les valeurs limites réglementaires et les recommandations OMS, qui sont généralement plus basses que les valeurs limites réglementaires, hormis sur certains polluants, comme par exemple le NO2, où c'est le même niveau en moyenne annuelle. Et donc de décliner les gains nécessaires à Paris, Petite Couronne et Grande Couronne, également sur les zones sensibles, donc vraiment différents secteurs géographiques. Et donc les résultats sont prévus pour cet été en juin prochain. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus précisément quel est l'objectif de cette étude et comment vous pourrez vous servir de ces grandes fourchettes de gains nécessaires d'émissions pour situer encore le reste à faire. Vous avez ici l'exemple des dépassements en Île-de-France relatifs au PM10. Donc vous avez la valeur limite annuelle à 40 microgrammes et la recommandation OMS à 20 microgrammes. Et on peut voir que voilà, sur certaines stations, essentiellement à proximité du trafic routier, on est encore au-delà de la valeur limite annuelle, même si il y a beaucoup encore de stations trafic qui sont en deçà. Et néanmoins, par rapport à la recommandation OMS, voilà, toutes les stations trafic que vous avez en bleu foncé dépassent la recommandation. Et puis, la situation aussi en fond, donc loin du trafic routier, vous avez les stations Air Paris en bleu clair, par rapport aux 20 microgrammes par mètre cube, là, on est sur des situations plutôt tangentes et vraiment quelque chose autour de 20 microgrammes. Donc, la question, c'est quelle est la réduction nécessaire en termes d'émissions de particules PM10 pour respecter à la fois la valeur limite. Donc là, on voit que le reste à faire est assez faible par rapport aux 40 microgrammes, et aussi sur le reste à faire sur le respect de l'OMS, où là, on voit, notamment à proximité du trafic routier, forcément des gains qui sont plus élevés.
Donc, de manière graphique, pour illustrer les baisses de quantité d'émissions pour respecter la valeur limite et les recommandations OMS. Donc, on va se baser sur le dernier inventaire disponible Air Paris, et puis de voir quelle est la quantité d'émissions nécessaire pour respecter ces différentes valeurs. Et surtout le mettre donc au regard des émissions prospectives de 2025 qui permettent également de voir quel est le reste à faire par rapport au fil de l'eau. Vous avez toute la partie que vous avez dans le haut qui peut être réduite du fait du fil de l'eau. Par exemple, si on prend l'exemple du transport routier, c'est l'évolution du parc technologique qui est fait de manière naturelle. Et les véhicules les plus anciens seront remplacés par des véhicules plus récents, moins émetteurs, donc en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air. Néanmoins, voilà, quel est encore le surplus d'émissions à gagner, même en 2025, pour respecter les VL et OMS. Donc, une fois qu'on connaît ces quantités d'émissions à gagner pour respecter les valeurs limites et OMS, on se propose également de jouer avec des scénarios liés à la mobilité pour voir quels sont les gains en émissions toujours pour différents scénarios, que ce soit pour jouer selon le parc technologique ou le volume de trafic. Donc, si on parle de parc technologique, on peut jouer sur différentes catégories de véhicules, que ce soit les véhicules particuliers ou utilitaires ou ce qui est poids lourd et transport en commun, et également selon les niveaux d'émissions des véhicules, donc via la classification aux critères que vous avez, les petites vignettes. Et donc, c'est de faire des scénarios en se disant, voilà, si on autorise à la circulation que les véhicules, par exemple, critère 2 ou critère 1, quelle sera la qualité de l'air avec ce type de scénario. Donc, quel gain d'émissions j'ai et quel gain sur la qualité de l'air j'ai, ce qui permet de dimensionner, de donner des fourchettes de gains possibles via ce type de scénarisation liée à la mobilité. De la même manière, si on peut jouer sur le parc technologique, on peut également jouer sur le volume de trafic, où là, il y a également un scénario qui peut être défini, notamment en lien avec la diminution du volume de trafic, avec l'évolution du report modal, le développement du télétravail ou du covoiturage, vraiment de dimensionner cette évolution du volume de trafic, qui permet aussi de donner des ordres de grandeur sur les baisses d'émissions attendues. Alors, on va passer la parole à Anne Kaufmann pour prendre la suite. Excusez-moi du contretemps. Bonjour à tous, j'avais juste pas récupéré le micro. Oui, au-delà des scénarios dont vient de vous parler Fabrice sur la mobilité, on a là déjà réalisé des études sur des scénarios biomasse. Donc, on n'a pas la prétention d'avoir imaginé l'ensemble des scénarios possibles, mais c'était pour donner des ordres de grandeur. Donc là, le rapport, vous le trouvez en ligne sur notre site internet. Et on a étudié l'impact de 3 scénarios qui sont théoriques. On n'a pas du tout la prétention de dire que ce sont des scénarios réalistes. C'est pour donner des ordres de grandeur et des enveloppes des gains maximum possibles. Et donc, on a fait un scénario où on a regardé l'impact du renouvellement d'appareils anciens pour du chauffage principal. On a regardé l'impact du renouvellement de foyers ouverts et je vais vous montrer cet exemple-là juste après. Et puis, on a aussi étudié un scénario où on supprime le chauffage d'agrément.
on a utilisé le modèle simplifié que vous a présenté Fabrice tout à l'heure. Et je vais vous montrer un exemple des gains qu'on peut obtenir et qui peuvent éclairer en fait le débat dans vos collectivités. Donc sur l'aspect arrêt de l'usage des foyers ouverts, on est parti du principe que pour l'agrément, on le supprimait complètement et on remplaçait par des appareils performants, donc forcément fermés, pour les usages d'appoint et de chauffage principal. Et ces analyses-là, on les a faites, et vous aurez le détail dans le rapport, je ne vais pas tout vous expliciter aujourd'hui. Tous les résultats sont présentés par zone géographique, c'est-à-dire Paris, zone sensible, c'est hors Paris, et puis le reste de l'Île-de-France hors zone sensible, et puis l'ensemble de l'Île-de-France. Et puis on a regardé aussi par type de chauffage, c'est-à-dire principal, appoint et agrément. Et sur ce scénario-là, on a pu montrer que l'arrêt de l'usage des foyers ouverts, donc l'arrêt complet, on admet que l'ensemble des foyers ouverts sont soit remplacés, soit supprimés, permettrait de gagner 2000 tonnes de particules PM10 par an, donc émises, ce qui sort directement au niveau de la cheminée, comme le précisait Fabrice, et pas ce qu'on respire dans l'atmosphère une fois que c'est dilué. Et ça correspond à 44% des émissions actuelles du chauffage au bois résidentiel, et ça correspond à 13% des émissions régionales, tous secteurs confondus, donc l'impact est assez important. Et comme grâce à l'outil simplifié, on a regardé ce que ça donnait en concentration. Donc, on a une précision qui est suffisante, mais pas complètement extrêmement précise. On a pu montrer que les gains en concentration, étaient plus importants au cœur de l'agglomération et notamment à Paris. Ça, c'est une question en fait de densité de logement d'une part, et d'autre part parce que le chauffage, l'utilisation de bois à Paris est que pour un usage d'agrément sur les foyers ouverts, puisque l'usage en chauffage principal n'est pas de bois en chauffage principal n'est pas autorisé à Paris. Et on voit qu'on a un gain global sur l'ensemble de l'Île-de-France qui est de 0,5 microgrammes par mètre cube. Alors, ça vous semble peu. Après, pour gagner 1 microgramme par mètre cube sur une concentration, il faut des abattements assez forts, comme je vous les ai présentés juste avant. On voulait vous dire aussi un mot sur la partie, là on vous a présenté des éléments sur la partie réduire les émissions et quelques mots sur limiter l'exposition des populations. Pourquoi c'est quelque chose qu'il est important de regarder avec attention? C'est que en fait, on a une décroissance assez rapide des niveaux en fonction de l'éloignement des sources. Sur la partie trafic routier, quand on est au-delà de 150, grand maximum 200 mètres, on n'a plus d'impact direct de l'axe routier. Et quand on regarde, ça vaut dans toutes les directions. Donc, quand on est au deuxième étage, on a 30% de concentration, une baisse de 30% des concentrations par rapport au niveau du sol. Donc, plus on s'éloigne, moins on est exposé. Et quand on zoome encore un petit peu plus, on a pu faire une étude il y a quelques années sur mesurer avec nos appareils comme nos stations de mesure, sauf qu'on les avait embarqués dans un équipement de mesure mobile conduit par un cycliste. Et on a pu montrer qu'en fait, quand on est sur une piste cyclable séparée, on est nettement moins exposé que quand on a un simple marquage au sol ou dans un couloir de bus par rapport à au flux de circulation. Ça montre aussi que si vous avez installé une piste cyclable, les piétons qui sont plus éloignés encore de l'axe routier et des véhicules
que la piste cyclable, donc vous gagnez, et forcément le bâtiment aussi, donc vous limitez l'exposition des populations. Et là, on joue sur quelques mètres et non pas la centaine de mètres dont je vous parlais tout à l'heure pour ne plus avoir d'impact du tout. On a des vraies décroissances très importantes, puisque vous voyez qu'entre le flux de circulation et la piste cyclable séparée, on a de 40 à 45% de moins que quand on est dans le flux de circulation. Alors là, on voulait vous présenter un petit peu plus. Là, on peut vous aider. On vous a expliqué quelques résultats, mais on peut, Air Paris peut vous accompagner sur une partie de ces choses. Donc certains d'entre vous auraient ce besoin-là, d'autres ne l'ont pas, mais on est prêt évidemment à aider tout le monde. L'identification des actions ayant un impact pour la qualité de l'air, peut-être pour les collectivités qui ont un petit peu moins avancé sur ce sujet et pour lesquelles ce n'est pas si simple que ça, que ce soit dans le PCAET ou dans les autres plans d'action de la collectivité. On a des actions qui sont déjà étiquetées comme étant bénéfiques à la qualité de l'air, mais on a aussi des actions qui ont des co-bénéfices qualité de l'air alors qu'elles sont à la base pas prévues pour ça. Par exemple, tout ce qui est rénovation énergétique, au départ, on le fait plutôt pour limiter les consommations d'énergie, voire limiter les gaz à effet de serre. On ne pense pas toujours à la qualité de l'air. Or, ça a aussi un impact positif sur la qualité de l'air. Et puis, on peut vous aider aussi à regarder s'il n'y a pas des actions que vous avez mises en place qui pourraient avoir des risques d'antagonisme sur la qualité de l'air. Je viens de parler assez longuement du bois. C'est un exemple où il faut faire attention puisque le chauffage, le bois a le mérite d'être une énergie renouvelable. Elle a le défaut d'être fortement émettrice de particules et de composés organiques volatiles. On peut aussi vous aider sur la partie évaluation des gains de polluants atmosphériques de chaque action. Donc là, on parle dans un premier temps des gains d'émissions. Donc ça, comment ça se fait? Ça se fait par le calcul. On va d'abord regarder si l'action est évaluable ou non. Une action de sensibilisation, on pense qu'elle peut avoir un impact favorable sur la qualité de l'air, puisque c'est pour ça qu'on va sensibiliser les gens. Par contre, pour évaluer le gain de l'action de sensibilisation sur les émissions, donc les tonnes de polluants, par exemple d'oxyde d'azote émis, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on la considérera plutôt cette action-là comme non évaluable, mais c'est important de la lister puisqu'elle va contribuer à l'amélioration. Et puis si l'action est évaluable, l'enjeu c'est de bien identifier les données nécessaires, toutes les hypothèses qu'il va falloir prendre pour pouvoir calculer les émissions, les gains d'émissions liés à l'action considérée. Et ça, on peut le faire a priori, c'est-à-dire au moment où on a élabore le plan, on se dit qu'on va, par exemple, renouveler X logements et que ces logements vont permettre une baisse de consommation d'énergie de temps qui se logeait avant avec tel combustible et puis on va pouvoir calculer les gains. Et on peut vous aider aussi à définir un indicateur de résultats et d'impact qui vont permettre de suivre en fait la réalisation de l'action, enfin la bonne réussite, on va dire, de l'action. Et puis, est-ce que j'ai bien atteint les gains que je pensais atteindre, notamment dans la réévaluation de tous les qu'on doit faire, que vous devrez faire tous les 2 ans. Et donc, plus généralement, là où on peut vous aider, c'est nous, on travaille également sur une trajectoire tendancielle 2025, c'est-à-dire si si personne ne fait de plan d'action spécifique sur la région Île-de-France, qu'est-ce qui se passerait en 2025 au regard notamment des réglementations qui au niveau national qui vont permettre de faire baisser la pollution. Donc ça, on peut regarder déjà où on en serait par rapport aux exigences du prépa. On peut, là je l'ai déjà dit, vous aider à identifier les actions à un impact sur l'air, évaluer les gains de polluants atmosphériques, je viens d'en parler. On peut aussi, via l'étude qu'on a faite tout à l'heure, enfin que Fabrice vous a présenté tout à l'heure, on va pouvoir vous allez avoir des éléments sur les gains en concentration. C'est-à-dire qu'on va travailler à l'envers. Nous, on va vous dire, pour
garantir ce qui est l'engagement que vous devez avoir dans le plan R, que vous allez respecter la valeur limite réglementaire ou si vous voulez aller plus loin, les recommandations de l'OMS, il faut que sur votre secteur géographique, vous gagniez tant de tonnes. Et donc après, vous pouvez sommer l'ensemble de vos actions pour voir si ça suffit. Après, bien entendu, on peut aussi travailler sur l'aspect gain direct en concentration. Ça ne nous semble pas nécessaire pour chacune de vos actions parce qu'on aurait des gains, il faut vraiment l'ensemble de vos actions pour avoir des gains substantiels. On peut aussi vous aider sur la réflexion de l'étude de faisabilité d'une zone à faible émission mobilité, notamment en identifiant bien la contribution locale du transport routier aux émissions. Et puis, on peut vous aider aussi sur une scénarisation de l'impact du ZFE dans un premier temps sur les gains d'émissions pour voir si sur votre secteur, grosso modo, le jeu en vaut la chandelle ou si cette action, comme le disait Manon Hamelin-Kowarski tout à l'heure, si cette action est nécessaire pour pouvoir baisser suffisamment les émissions dans votre zone géographique. Alors, on va passer la parole à Juliette qui va vous présenter toute la partie d'accompagnement des collectivités territoriales dans lequel la partie évaluation plan R peut s'intégrer. Alors pour conclure ce webinaire et avant de passer à vos questions sur le plan R spécifiquement, je voudrais vous présenter en quelques mots l'offre d'accompagnement d'Airparis pour les collectivités territoriales. En premier lieu, on sait que la qualité de l'air, c'est un sujet technique et qui est souvent complexe. C'est pour ça qu'Airparis s'attache beaucoup à accompagner ces collectivités, les collectivités franciliennes sur la montée en compétences sur ce sujet, à travers une offre de formation qui est destinée à la fois aux équipes techniques et aux élus des collectivités. On propose en particulier une formation assez générale sur les thématiques qualité de l'air et climat, qui est ouverte donc à la fois aux services techniques mais aussi aux élus des collectivités et qui permet d'aborder des généralités qualité de l'air mais également climat, sources d'émissions, réduction à la source, réduction de l'exposition des habitants et également les enjeux d'air intérieur. On propose également une formation plus technique qui s'intitule « Comment rédiger un cahier des charges pour une étude qualité de l'air et en comprendre les résultats » et qui vise vraiment à vous donner les clés et les éléments essentiels à préciser dans un cahier des charges, ainsi que les points de vigilance à garder en tête à la relecture d'un rapport de campagne ou de modélisation. Dernier élément, Airparis a travaillé avec l'Université Paris-Est Créteil un dispositif de formation en ligne qui s'appelle Airducation, qui propose en particulier un parcours environnement qui est vraiment à destination des collectivités, mais également des associations pour monter en compétence sur ce sujet qualité de l'air. Également à noter que Airducation propose un parcours à destination des professionnels de santé, un parcours à destination des jeunes sous la forme d'un serious game et un parcours grand public. Donc, notre catalogue de formations est disponible sur notre site internet et pour information, ces formations sont proposées à prix coûtant pour nos collectivités adhérentes. En termes d'accompagnement, Airparis propose également tout un ensemble de données qui sont mises à disposition des collectivités franciliennes. Donc, tout d'abord, des données de qualité de l'air, donc des données de concentration de polluants dans l'air ambiant, qui vont être disponibles sous forme d'API. Donc, il vous suffit de faire une demande de clé API via notre site internet pour avoir accès à la fois aux indices de la qualité de l'air à l'échelle de la commune et de l'EPCI, à la fois pour le jour même et pour le lendemain, avoir accès à nos cartes de pollution en temps réel et également avoir accès aux prévisions en cas d'épisode de pollution. Sur le même principe, on propose également sur notre site internet des données cette fois d'émissions, donc de rejet de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Vous avez accès à une cartographie interactive qui vous permet à l'échelle de l'EPCI de connaître donc les émissions par polluant et également par secteur d'activité. En ce qui concerne les émissions, donc Airparis propose des bilans des émissions, à la fois polluants de l'air et gaz à effet de serre, ainsi que le bilan des consommations d'énergie.
à une échelle régionale, mais également à plusieurs échelles infrarégionales, donc du département à l'intercommunalité et à la commune. Et ces bilans des émissions se présentent sous la forme de fiches thématiques, avec une entrée par type de polluant ou gaz à effet de serre, et également une entrée par secteur d'activité, donc trafic routier, résidentiel, etc. Ce type de bilan est proposé de manière automatique à nos collectivités adhérentes. C'est également envisageable pour Airparif de le produire pour une collectivité qui ne serait pas adhérente, moyennant un financement spécifique. Et dans la même lignée, on propose chaque année à nos collectivités adhérentes un bilan de la qualité de l'air, donc cette fois un bilan des niveaux de pollution dans l'air ambiant, qui propose donc au niveau territorial une analyse des concentrations de polluants atmosphériques sur un territoire donné. Donc encore une fois, un département, une intercommunalité ou une commune. Une analyse de l'évolution de la qualité de l'air sur ce territoire. Et également, donc, on rappelle les données de mesure aux stations, nos cartes de pollution modélisées et des indicateurs d'exposition qui peuvent être intéressants, donc en particulier la part de la population de ce territoire qui est exposée à un dépassement, soit des valeurs limites réglementaires, soit des recommandations de l'OMS, ou les deux. Autre type d'accompagnement que propose Airparif aux collectivités, c'est l'appui à l'élaboration des plans d'action et en premier titre, l'appui à l'élaboration des PCAET, dont les plans R, comme Anne vous l'a présenté tout à l'heure. Cet appui se présente d'abord sous la forme de fourniture de données, évidemment, mais surtout d'aide à l'interprétation de ces données. Également un diagnostic territorial qui va vraiment permettre d'identifier les problématiques qui sont propres à votre territoire en matière de pollution de l'air. Le tout dans une approche intégrée, donc à la fois air, mais aussi climat, énergie et santé. Airparif peut également participer à vos groupes de travail, à vos réunions de consultation pour apporter son expertise au cours de l'élaboration de votre PCAET. Et à ce titre, j'aimerais mentionner un projet national qui est en cours en collaboration avec l'ADEME et qui, après un état des lieux des PCAET adoptés partout en France et une série d'entretiens qui ont été menés avec des territoires, a pour objectif de publier en automne 2021 un guide qui s'appellera l'intégration de la qualité de l'air dans les PCAET en cohérence avec les thématiques de l'énergie et du climat. Autre thématique d'accompagnement qui est relativement récente, mais qui est porteuse de beaucoup de perspectives, c'est l'accompagnement sur les projets d'aménagement urbain. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer la qualité de l'air dès la phase de conception, avec pour objectif de réduire l'exposition des futurs habitants. Donc en fait, dès la phase amont de conception du projet, Airparif peut proposer à la fois un diagnostic des enjeux de qualité de l'air autour de ce projet d'aménagement urbain et également un outil d'aide à la décision qui est en fait une modélisation urbaine ou ultra-locale qui va permettre, en jouant sur la forme urbaine du projet en question, de limiter l'exposition des futurs occupants à la pollution de l'air. Lors de la phase de chantier elle-même, Airparif peut également mener des mesures spécifiques pour évaluer l'impact des activités de chantier sur les niveaux de pollution, en particulier les émissions de particules. Et après la finalisation du projet, donc à réception des bâtiments, il est également possible de faire un état initial de la qualité de l'air intérieur via des mesures. Airparif propose également à ces collectivités adhérentes comme non adhérentes des études spécifiques, par exemple des évaluations de l'impact de mesures a priori, donc des études prospectives qui vont permettre de déterminer l'impact de réglementation ou de plan d'action sur la qualité de l'air. L'exemple qu'on vous met ici, c'est une étude qui visait à évaluer l'impact de la zone à faible émission mobilité sur les niveaux de pollution de l'air selon différents périmètres et différents niveaux de restriction. Donc pour l'infographie qu'on vous présente ici, sur la zone parisienne, on arrive à une baisse d'émissions de NOx d'environ 20% par exemple, avec également près de 300 000 Parisiens qui ne seraient plus exposés à des dépassements de la réglementation. Et cette étude, l'ORS Île-de-France a également participé à cette étude pour
déterminer l'impact sanitaire de l'entrée en vigueur de cette zone à faible émission. Airparif peut également faire des évaluations d'impact, cette fois a posteriori. Donc, à titre d'exemple, pendant toute l'année 2020, Airparif a évalué l'impact des mesures de confinement, puis de déconfinement et de reconfinement sur les niveaux de pollution de l'air en Île-de-France. Les cartes qu'on vous présente actuellement, c'est des cartes de différence sur les concentrations en dioxyde d'azote entre la première semaine du confinement du printemps 2020 comparée à une situation qu'on nommerait normale, donc une semaine similaire de mars à conditions météorologiques constantes, ce qui va vraiment permettre de distinguer l'impact de la mesure de confinement de la situation de référence. Donc là, pour la première semaine du confinement, à titre d'exemple, on en était à presque moins 30% de concentration de NO2 sur l'agglomération parisienne. Enfin, et pour conclure, Airparif a également une mission d'accompagnement sur les enjeux de sensibilisation, de communication et d'information du public. Pour ce qui concerne l'accompagnement des collectivités sur l'information du public, on a toute une série de clés API, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui vont vous permettre de relayer nos données, que ce soit sur vos sites internet, vos applications, vos panneaux d'affichage, comme sur la photo ou tout autre type de support de communication. On peut également vous proposer une expertise pour rédiger par exemple une page qualité de l'air et ou climat sur vos sites internet ou sur d'autres supports de communication. Et enfin, on peut participer à vos côtés à des actions de communication organisées autour des thématiques de qualité de l'air. Airparif participe également à différents projets participatifs auprès de différents publics. Donc d'abord en milieu scolaire, on vous a mis en exemple un projet qui s'appelait Lycéens collégiens Prenons notre air en main, mené en partenariat avec la DRIE et les académies franciliennes, où tout au long d'une année scolaire, donc plusieurs classes de lycéens et collégiens ont été accompagnés et formés à la thématique de la qualité de l'air et ont été amenés à proposer, élaborer leurs propres recommandations pour améliorer la qualité de l'air en Île-de-France. Et ce projet a permis d'élaborer le kit pédagogique C'est notre air, qui est donc accessible sur le site de la DRIE Île-de-France. A mentionné également un défi mobilité avec des élèves d'école primaire, cette fois, qui ont été sensibilisés aux enjeux de mobilité et de l'impact de leur choix de mobilité sur l'environnement et l'exposition à la fois à la pollution de l'air, mais également à la pollution sonore. Et un dernier projet intéressant à mentionner, c'est celui de Respirons mieux dans le 20e. Donc, c'est un projet qui est issu du budget participatif de la ville de Paris et dans lequel un collectif d'habitants ont été formés aux enjeux de qualité de l'air et équipés de microcapteurs. Et Airparif les a accompagnés tout au long du projet dans le cadre de balades urbaines où vraiment ils ont été accompagnés à l'interprétation des résultats qu'ils collectaient grâce à leurs capteurs. Et tout ce projet, tout du long, a été suivi par une équipe de sociologues. L'idée étant d'évaluer dans quelle mesure ce projet avait eu un impact sur les changements de comportement des participants. Et pour rester sur cette thématique de changement de comportement qui, là aussi, est une thématique de plus en plus d'intérêt pour Airparif, on sait que la réussite des politiques publiques en matière d'environnement ne peut pas être garantie uniquement par le triptyque réglementer, interdire et obliger, et que de plus en plus, il y a une vraie nécessité de renforcer l'acceptabilité sociale de ces politiques et de créer l'adhésion du public pour faire en sorte qu'elles soient efficaces. À ce titre-là, on a un apport des sciences comportementales et de la psychologie sociale qui est très important parce qu'il nous permet à la fois d'identifier les freins et de trouver les leviers de changement de comportement. Donc Airparif, de plus en plus, est partenaire des collectivités pour étudier justement ces facteurs de changement de comportement. Et à titre d'exemple, Airparif accompagne la métropole du Grand Paris dans le cadre du projet Nudge, qui vise à tester et déployer des dispositifs de type Nudge dans le cadre de la zone à faible émission mobilité. L'idée étant de trouver comment on pourrait amener les habitants de la ZFE à adopter des mobilités qui soient plus respectueuses de la qualité de l'air, en alliant à la fois des mesures réglementaires qui relèvent de l'interdiction de circulation aux véhicules les plus polluants, des mesures
incitatives, donc vraiment des aides financières à la conversion des véhicules, et donc une troisième voie qui consisterait dans le déploiement de ces nudges. Alors pour conclure, l'adhésion à Airparis, donc évidemment, elle est ouverte à toutes les collectivités franciliennes qui en font la demande. Et elle ouvre la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de services proposés par Airparis. Donc tout d'abord des outils de diagnostic et d'analyse, donc en particulier les bilans de qualité de l'air et l'inventaire des émissions dont je vous parlais tout à l'heure. De manière plus générale, un accompagnement pour réaliser et mettre en œuvre les plans d'action et les documents réglementaires. On offre également un accès privilégié à l'expertise à la fois de nos ingénieurs, de nos techniciens, mais également de nos communicants et chargés d'études pour mener des études ou des projets spécifiques. Être adhérent à Airparis, c'est également la possibilité d'être territoire d'expérimentation, donc pour un projet spécifique, et également de bénéficier d'un soutien en innovation avec Airlab, qui est notre plateforme d'innovation ouverte. Et enfin, c'est évidemment participer à nos instances de gouvernance et donc à la définition du programme de travail d'Airparis. À noter que notre PRSQA, donc notre programme régional de surveillance de la qualité de l'air, va prochainement être mis à jour et va véritablement être co-construit avec nos adhérents. Donc c'est aussi une manière pour nos adhérents de participer à la définition de nos orientations stratégiques. Et pour conclure, c'est véritablement une opportunité de participer activement à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air en Île-de-France. Je vous remercie pour votre attention et on va maintenant passer à vos questions suite aux différentes présentations. Alors, on a plusieurs questions. Je vais les reprendre dès le début en les groupant éventuellement par interlocuteur pour les réponses. Donc, toute première question qui concernait la DRIE, il me semble que ça a été répondu dans le fil de discussion. Je voulais juste m'assurer que c'était clair pour tout le monde. Si vous pouvez me le préciser dans le chat pendant que je pose les autres questions à la DRIE. Donc, pour la DRIE, quand il n'y a pas de volet distinct, mais bien une liste d'actions clairement fléchée R et aux objectifs en accord avec le prépa, dans quel cas sommes-nous? Nous considérons qu'il y a déjà un plan R à renforcer, oui ou non? Du coup, j'ai regardé cette question, effectivement, et le PCI qui était concerné, si je ne me trompe pas, il est stipulé dans l'avis de l'État, il est mentionné dans l'avis de l'État qu'on rend sur les projets de PCAET, qu'un plan R doit être ajouté au PCAET. Depuis la publication de la loi d'orientation des mobilités, les avis de l'État le mentionnent. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de plan R, si c'est mentionné. Très bien. Alors, toujours une autre question pour la DRIE. Dans le cadre d'un PCAET adopté, qui juge? Dans quel cas de figure on se trouve? Plan R à renforcer ou pas de plan R? Oui. Pareil, pour les plans R à renforcer, on est bien dans les cas des PCAET qui ont été adoptés avant la LOM. Et dans ce cas-là, c'est bien la collectivité qui juge de la présence ou non, ou du renforcement nécessaire de son plan R dans son PCAET. N'hésitez pas dans le chat à compléter si les réponses nécessitent d'autres éléments ou si il y a des questions complémentaires. Toujours une question pour la DRIE. Alors comme je regroupe, je saute. Toutes les EPCI ont-ils l'obligation de réaliser une étude ZFE dans le cadre de leur plan R? Alors oui, tous les EPCI doivent réaliser un PCAET, doivent réaliser un plan R. Et à l'intérieur de ce plan R, effectivement, il y a une étude qu'on appelle étude d'opportunité ZFE. L'objectif est bien de déterminer si la mise en place d'une zone à faible émission mobilité permettra et est nécessaire pour atteindre les objectifs. Il y a un cas particulier, effectivement, pour les établissements publics territoriaux, donc à l'intérieur de la métropole du Grand Paris, pour lesquels cette étude n'est pas à réaliser, car l'étude a déjà été réalisée à l'échelle de la métropole. Et donc, ils peuvent reprendre l'étude réalisée. Ok, alors on va... Peut-être une précision aussi sur les ZFE. Il y a eu parution d'un décret sur
concernant des communes qui sont obligées de mettre en place une zone à faible émission et pour lesquelles, du coup, l'étude est une étude réglementaire dont les modalités sont définies dans les textes. Et les communes concernées ont reçu un courrier leur stipulant cette obligation. Donc, c'est vraiment une chose distincte à distinguer de l'étude d'opportunité de la mise en place de la ZFE. Alors, avant de passer aux questions Paris, je vais compléter les questions de Drieux de 2 questions qui viennent d'arriver. Pouvez-vous revenir sur la question des procédures de consultation du plan R, notamment pour des EPCI ayant récemment lancé leur consultation PCAET? Devront-ils organiser une nouvelle consultation avec l'ajout du plan R? Alors oui, tout à fait. Dans un souci de bonne information du public, à partir du moment où le projet est modifié sur le fond, il doit faire l'objet d'une diffusion auprès du public. Et c'est pour ça qu'effectivement, mais après c'est vrai, ce que je disais, c'est qu'on comprend qu'en termes de délai, une consultation qui soit déjà lancée ou terminée, enfin c'est pour ça que je faisais la distinction entre s'il n'a pas été lancé, paraît plus préférable de modifier le projet avant de la lancer. Et effectivement, on peut tolérer que si elle a été lancée, le projet soit adopté, mais il sera modifié. Il devra être modifié et devra faire l'objet des 3 avis et sera remis à la consultation du public. Alors, toujours pour la Drieux, notre PCAET à Saint-Quentin en Yvelines, alors ça a bougé, voilà, merci. Notre PCAET à Saint-Quentin en Yvelines a été mis en consultation et va être proposé pour vote final en mai 2021, T1. Le plan R est lancé au 1er avril 2021. Si j'ai bien compris, il faut que le plan R soit mis en place avec consultation du public, mais pas d'enquête. Est-ce cela? Merci. Alors, il a été mis en consultation, il doit être adapté en mai. À partir du moment où il est modifié, il refera l'objet d'une consultation du public. Ce n'est pas une enquête publique. Déjà, est-ce qu'il y a eu le mot enquête? Donc, ce n'est pas forcément la même chose. Excusez-moi. Une procédure. Oui. Juste en fait, la consultation du plan climat est terminée. On a fait les modifications et il va être proposé au vote final en mai. Mais il faut quand même qu'on lance le plan R à part, puisqu'on est censé l'avoir terminé depuis janvier. Et ma question, c'est est-ce qu'il faudra, pour ce plan R qui sera à part, faire une consultation du public ou pas? Oui, parce qu'en fait, ce sera une partie du PCAET. Donc, à partir de là, le projet de PCAET est modifié. Mais vous avez raison, effectivement. Je pense que l'important, c'est de se lancer dans la démarche, de le réaliser. Donc, c'est très bien que vous commenciez à le faire. L'idée est de ne pas de reculer l'action, les adoptions qui sont prévues. Je comprends que ce soit compliqué à mettre en œuvre. Mais oui, il devra faire l'objet de la consultation du préfet de région, du conseil régional et de l'autorité environnementale, en tant que modification en fait, du projet de PCAET. Il y a toujours pour l'Adrien des questions sur la ZFE. On va peut-être insister un peu plus sur ce point pour essayer d'être le plus clair possible. Et finalement, ça illustre aussi la diversité des territoires en Île-de-France. À la fois pour l'opportunité de faire cette étude ZFE, la pertinence dans les territoires très très ruraux, et à la fois aussi reprendre le cas des territoires dans la métropole avec l'existence de la ZFE, et donc de ce fait, sur quelle particularité il tombe? Pardon, j'ai pas entendu. Alors, je vais reprendre tout simplement les questions. La question de faire une étude ZFE pour les territoires ruraux en Île-de-France, et la pertinence et l'opportunité. Oui. Alors, cette étude, elle n'a pas de contenu. La loi ne définit pas le contenu précis d'une étude d'opportunité. Elle en définit bien l'objectif. Donc, effectivement, après, une fois que vous avez terminé, il s'agit juste de déterminer si la mise en place de la ZFE est nécessaire pour contribuer à l'atteinte des objectifs, pour atteindre les objectifs. Il n'y a pas un contenu précis dans cette étude d'opportunité qui serait défini par la loi et qu'il faudrait respecter. C'est bien l'objectif poursuivi qui est défini. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que Jean-Loup Caruana est là? Est-ce que tu veux apporter des éléments en plus là-dessus? Je ne sais pas si... Oui. Oui, bonjour à tous.
On peut apporter peut-être un ou deux éléments complémentaires. Il est bien évident en effet que toutes les zones, tous les EPCI franciliens ne sont pas concernés de la même façon par la mise en place d'une ZFE. Il est bien évident que c'est une action qui concerne davantage les zones urbaines ou les zones qui sont dans l'agglomération, on va dire. Ceci dit, on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de situations, par exemple dans des petites communes ou des communes moyennes, dans lesquelles on a encore des dépassements de NO2 sur un certain nombre d'axes. Et donc, dans ces cas-là, on peut imaginer que le PCI se décide ou estime nécessaire la mise en place d'une ZFE ou de plusieurs ZFE. D'ailleurs, il ne s'agit pas de mettre en place une ZFE à l'échelle de tout le PCI, mais bien de déterminer sur quel territoire ce serait utile. Alors, ça peut être dans les zones rurales, sur des petites zones, mais c'est à définir dans le cadre de l'étude d'opportunité en l'occurrence. Voilà. Merci Jean-Loup. Donc on voit bien qu'il y a une approche qui dépend du territoire sur la mise en place de cette ZFE, mais que le principe d'étude de mise en place de ZFE vaut pour tout le monde. C'est bien ça. Sauf sur les territoires où la ZFE existe déjà, notamment avec la ZFE MGP. Et justement, pour rebondir sur ce point-là, il y a des questions pour préciser si les EPT ont l'obligation de réaliser un plan R ou s'il s'agit d'une obligation pour la MGP. C'est bien une obligation qui s'adresse également aux EPT, mais ils sont dispensés par contre de l'étude, mais pas de la liste d'actions. Ok, de l'étude ZFE. Très bien. Est-ce que j'ai oublié des questions qui concernent Adrien? Oui. Oui, j'en ai vu une et une deuxième qui vont un peu dans le même sens. Une qui était sur un PCET adopté en février 2020, savoir dans quel cas on se trouvait, et la dernière sur le fait que les avis ne mentionnaient pas l'obligation de réaliser les plans R. Alors effectivement, on a identifié certains cas particuliers où les avis ne mentionnaient pas cette obligation de plan R, ou bien les PCET avaient été adoptés juste après la LOM. Donc on est bien conscient des difficultés de s'adapter en temps réel à une législation qui évolue très vite. Donc moi, pour ces cas particuliers, je vous invite à revenir directement vers nous pour qu'on puisse traiter en bilatéral de cas particuliers, sachant que l'objectif là était plutôt de traiter de ce qui concerne le plus de personnes possible. J'ai vu la dernière question. Voilà. Ok, et j'en profite pour rappeler qu'on vous enverra la présentation, et que dans la présentation, il y a l'adresse mail de Manon pour pouvoir justement revenir vers la DRIE sur ces points précis. On passe aux questions côté Airparif. Comment surveiller l'impact lorsqu'on n'a pas de station de mesure à proximité? Donc l'impact des actions mises en place dans le cadre du plan R. Je laisse Anne Kaufmann répondre. Merci Pierre. La mesure de l'impact, elle peut se faire sous deux angles. D'une part, sur les gains d'émissions. Donc ça se fait systématiquement par le calcul. Et puis, puisque vous parlez de stations, vous pensez probablement aux concentrations. Et sur les concentrations, que ce soit via on a, comme le disait Pierre Pernaut en introduction, on a des cartographies de la qualité de l'air toutes les heures. Donc l'information sur les concentrations respirées sur votre secteur, on a aussi l'information qu'on est ou pas une station. En revanche, ce que vous allez avoir par des mesures ou de la cartographie, ça va être le gain global, c'est-à-dire l'évolution globale, pas le gain parce qu'on est plutôt en amélioration, sur votre territoire. Par contre, vous ne pourrez pas directement identifier si ce gain il est lié à la mesure que vous avez mise en place ou pas. Donc pour faire ça, nous, ce qu'on vous propose, et c'est ce que vous a présenté Fabrice, on a une étude d'intérêt général qui va dire de combien il faut baisser sur votre secteur géographique pour pouvoir respecter les normes. Donc là, ça vous permet de dire je suis
dans le bon, dans la trajectoire qui est attendue, donc je vais respecter. Et sinon, on peut faire, enfin, par modélisation, il est toujours possible de faire un avant-après à partir du moment où on a les gains d'émissions. Donc, je répète, simplement, à partir de la qualité de l'air respiré, c'est difficile d'en déduire que c'est telle ou telle action qui a permis d'améliorer les choses. Alors, une autre question côté Airparif. D'après la base de données, donc citée là, c'est la base de données de IQR, Saint-Denis est la ville de France qui, depuis au moins 2017, a le plus important taux annuel de PM2,5. Est-ce que cela concorde avec vos données? Tu veux que je réponde, Anne? Oui. Donc, je vais répondre tout simplement que oui, ça concorde avec nos données vu que s'ils utilisent notre base de données. Là où, en revanche, ça ne concorde pas, c'est sur l'usage qu'ils font des données, puisqu'en fait, ils utilisent la station de proximité au boulevard, à l'autoroute A1 pour la généraliser à l'ensemble de la commune de Saint-Denis, ce qui est faux, vu que cette station a pour représentativité uniquement ce qui se passe à proximité immédiate de l'autoroute A1 et non pas dans toute la commune de Saint-Denis. Donc, pour pouvoir avoir des informations plus complètes et plus fiables, il vous suffit de consulter le site internet d'Airparif. Vous avez des cartes par commune où vous pouvez voir les niveaux de pollution sur l'ensemble de votre territoire et la variation de ces niveaux de pollution-là au sein de votre territoire. Et voir aussi les indicateurs réglementaires du type population soumise à des dépassements de valeur limite, superficie soumise à des dépassements de valeur limite. Qui permet de voir l'état de la qualité de l'air sur votre territoire. Et ça, c'est valable pour toutes les communes d'Île-de-France et pas uniquement pour les villes qui ont une station de mesure, qui sont les seules villes qui sont renseignées dans la base de données IQR. Pourquoi les chiffres de qualité de l'air montrés aujourd'hui par Fabrice Joly ne sont qu'en date de 2018 et non plus récents? Les chiffres donnés sont des émissions. Voilà, je te laisse répondre, Anne. Oui. Ouais. Je faisais la réponse en même temps. Oui, les chiffres que Fabrice vous a présentés sont des émissions. Et pour calculer les émissions, on a besoin de tout un tas d'informations, les consommations d'énergie, les quantités de matières premières utilisées, etc. Et on a rarement toutes les informations rapidement. C'est pour ça qu'on le fait avec, on finit l'inventaire avec à peu près 2 ans de décalage. Donc vous avez fin 2020 l'inventaire de 2018 parce qu'on n'a pas les éléments. Par contre, en qualité de l'air, on a, je le répète, une surveillance en temps réel d'une part et les moyennes annuelles tous les ans. Et les données 2020 vont sortir d'ici début mai, le temps qu'on calcule l'ensemble des éléments annuels. Toujours une question pour Anne. Vous n'évoquez pas ici les émissions non énergétiques du secteur agricole, à savoir l'ammoniac à l'origine des PM2,5. C'est un secteur important pour des territoires plus ruraux de la Grande Couronne, avec aussi peu de recul sur leur suivi. Quelles sont les actions à mettre en œuvre? Alors, vous avez raison, l'ammoniac, c'est bien un précurseur important de particules PM2,5. On n'a pas la prétention, effectivement, d'avoir été exhaustif dans cette présentation. Ce que je peux vous dire, d'une part, c'est qu'on va étudier l'influence d'un scénario de réduction des émissions d'ammoniac, notamment lors de l'épandage d'engrais, dans le cadre de l'étude que vous présentez, Fabrice, dans un délai ultérieurement à ce qu'on va rendre au mois de juin. Alors, on a plutôt capacité à rendre ce travail-là en fin d'année, puisque comme ce sont l'ammoniac engendre des particules secondaires, les calculs sont plus complexes et plus longs. Et les actions qui peuvent être faites pour réduire l'ammoniac, il y a côté agriculture, alors c'est pas si simple que ça, puisque ça nécessite de changer les pratiques, mais il y a des types d'engrais qui sont moins émetteurs d'ammoniac, soit parce qu'ils sont enrobés, soit parce qu'ils sont épandus sous un autre, en liquide ou sous d'autres modalités. Je ne suis pas expert de ces éléments-là, mais on pourra en discuter si vous voulez
plus précisément. Et puis, vous précisez aussi que l'ammoniac, on en a aussi dans les émissions du trafic routier, et que c'est un sujet qu'on regarde aussi plus précisément, notamment avec l'augmentation des traitements des oxydes d'azote dans le trafic routier. Alors, il nous reste encore des questions pour Air Paris. Proposez-vous des outils qui permettent de mesurer les gains potentiels de certaines actions sur certains polluants en autonomie, c'est-à-dire qu'ils pourraient être utilisés directement par les collectivités ou autres avec une montée en compétences autonome? Et la réponse est Anne. Alors, directement, non. Ce qu'on propose, c'est la mise à disposition des données, comme le disait Juliette. On peut aider sur la construction des indicateurs. Après, évidemment, chaque collectivité peut calculer son indicateur tout seul ou avec l'aide de son appui, que ce soit une ALEC ou un bureau d'études. Mais on n'a pas d'outil spécifique qui permet de calculer ça. Après, il y a des facteurs d'émission disponibles dans les méthodologies du CTPA qui permettent de faire des calculs directement. Et puis, je vais peut-être enchaîner sur les questions sur est-ce qu'il faut être adhérent pour bénéficier de l'accompagnement? Alors, non. Les adhérents ont des améliorations, ont des avantages directs et bénéficient naturellement de cet accompagnement avec des tarifs préférentiels, mais vous pouvez, nous on accompagne ceux qui ont besoin d'aide moyennant des conditions financières. Et donc ça répond aussi à une autre question où il est tout à fait possible, moyennant un appui financier, qu'on fasse un bilan ou une évaluation des gains a priori ou a posteriori, qu'on construise une étude pour vous. Et c'est la même chose pour les projets de sensibilisation, parce qu'il y avait une question sur les projets scolaires dans le cadre de budget participatif. Donc, pour les adhérents, ça peut rentrer dans les jours prévus dans leur convention de sensibilisation. Si c'est une action de plus importante, il y aura besoin d'un financement spécifique en plus de l'adhésion. Et pour les non-adhérents, c'est un financement là complètement complet et complètement spécifique aussi. Et bien évidemment, pour ce type d'action, on donne aussi priorité aux demandes de nos adhérents. Mais pour toute information complémentaire sur ce sujet, n'hésitez pas à contacter Juliette Laurent qui pourra vous répondre directement aussi. Concernant les questions pour Air Paris, j'en ai loupé une sur mon téléphone qui était, alors je ne sais pas, j'ai pas bien compris si c'était une question. Est-il prévu d'utiliser des microcapteurs à grande précision préconisés par le SSQA pour pallier au manque de stations de référence dans certains territoires? Ah oui, c'est la question de Louis Vancon du groupe Bosch. Il me semble que ces microcapteurs, ils ne sont pas préconisés par le SSQA, mais c'est un processus de certification payant. Et oui, on peut faire des actions avec les microcapteurs, comme vous le présentait Juliette, notamment des actions de sensibilisation. Par contre, pour le moment, l'ensemble des microcapteurs n'est pas suffisamment mûr d'un point de vue métrologique pour avoir des résultats comparables à des stations de mesure de référence ou à ce qu'on peut produire grâce aux cartographies d'Air Paris. Est-ce que j'ai loupé des questions côté Air Paris? Alors sûrement dans le fil de discussion depuis tout à l'heure, sachant qu'on refera une copie des questions et des réponses pour avoir une foire à questions liée au webinaire. Alors juste 30 secondes, on va de nouveau les afficher. Alors, surtout qu'il y a eu des questions et des réponses entre-temps. Alors, question sur l'efficacité à 2 ans. Alors, votre avis anticipatif concernant la demande du Parlement européen pour une éventuelle mise à jour des seuils en lien avec les recommandations de l'OMS et les objectifs à atteindre. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce qu'on demande l'avis de la DRIE ou d'Air Paris sur la demande du Parlement européen? C'est ça la question? Sur comment on anticipe. Ou sur comment on l'anticipe?
Alors, si c'est sur comment on anticipe, il faut savoir que d'un point de vue purement technique, on est capable, bien évidemment, de calculer les expositions des populations à tout type de seuil et de concentration. Donc, en cas de révision des valeurs limites ou des recommandations de l'OMS, on sera en capacité de donner des éléments d'exposition. Et dans le cadre des études prospectives et de scénarisation, comme l'a montré Anne, on reste bien évidemment très, très vigilant à l'évolution potentielle des réglementations pour pouvoir anticiper de futures valeurs limites ou de futures recommandations OMS. Donc, on essaye au maximum d'avoir l'information le plus tôt possible. Sur une question, il me semble qu'on n'a pas encore répondu, sur comment peut-on évaluer l'efficacité des actions à une échéance de 2 ans alors que les données qualité de l'air sont disponibles pour l'année N-3. Donc, j'ai répondu sur la partie concentration. Sur la partie émission, on est plutôt à N-2 que N-3, mais là, on est dans la dentelle. Mais je répète, en fait, le travail général que fait Airparif, ce n'est pas d'évaluer vos plans d'action, c'est d'évaluer les quantités d'émissions sur votre territoire d'une année au fur et à mesure des années. Donc, c'est rarement suffisant. Ça va vous donner effectivement les éléments généraux de baisse, mais pas directement le résultat de l'efficacité de votre action. Par contre, oui, on a un décalage de 2 ans et ça sera difficile de faire autrement puisque je vous disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on ait l'ensemble des données d'entrée pour pouvoir répondre. Mais vous pouvez déjà l'évaluer par le suivi de vos indicateurs. Voilà, alors il y a eu des questions aussi dans le chat auxquelles je pense que c'est Thomas Bouillet qui a répondu. On vous mettra aussi ces questions-là dans la FAQ pour que vous ayez tous les éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on aurait oubliées? N'hésitez pas à les reproduire à ce moment-là dans le fil de discussion. Alors, la procédure de création d'un plan R, d'une part, ne pouvant être finalisée dans un calendrier très restreint, 3 avis, consultation du public, et d'autre part, représentant un coût certain, quels sont les risques de sanctions pour un EPCI, sous quel délai il apparaît difficile pour les EPCI de réaliser un plan R comprenant la réalisation d'une étude d'opportunité ZFE sur le budget 2021, et il me semble que cette question est destinée à l'Adrien. Donc, je vais laisser l'Adrien répondre, si c'est possible. Thomas, est-ce que tu veux répondre? C'était là. Non, d'accord. Alors, en fait, comme je le disais tout à l'heure sur les PCET, quand est adopté cette année post-l'homme qui n'ont pas de plan R, le fait est qu'ils ne sont pas conformes à la réglementation. C'est un fait. Donc, je dirais qu'il y a 2 risques, à la fois un risque juridique et un risque politique. Comme j'en parlais au tout début de ma présentation, bon, ça a été un peu haché, donc je comprends qu'il y a peut-être des éléments qui n'ont pas été entendus. Aujourd'hui, on est quand même sous le joug de plusieurs contentieux, à la fois européens, à la fois français. On a tous à agir dans notre limite de notre compétence et de nos responsabilités. Et de ce fait, on est tenu d'agir notamment sur cet enjeu en Île-de-France, qui est la qualité de l'air et qui représente un des enjeux majoritaires dans cette transition énergétique. Voilà, c'est ce que... Et notamment sur, en plus, j'insisterai aussi sur l'évaluation de nos actions. Voilà, on est de plus en plus dans l'évaluation, de quantifier nos impacts et de s'assurer qu'on est sur la bonne trajectoire.
PCAET. Limite C'est le métro découpé. Excusez-moi, reprends. Vas-y. Je tentais de répondre. Donc, Manon, n'hésite pas à compléter. Alors, Anne, excuse-moi, je pense qu'on n'a pas entendu la question, en fait, à laquelle on répond, parce que j'ai dû couper le micro avant par une advertence. La question, c'était, excusez-moi, hop, je remonte. C'était, est-ce que ça risque Il ne faut pas y avoir doublon, parce qu'on va dupliquer les actions R du PCAET dans le plan R. Et donc, on demandait si la DRIE voulait répondre. Voilà. Si je répondais, et forcément, si vous n'avez pas entendu la question, on comprend pourquoi il n'y a pas eu de réponse. Moi, sur le doublon, ce que je disais pareil, dans un souci de lisibilité, de cohérence, en vue de ne pas alourdir, c'est pas du tout l'idée, c'est pas d'alourdir le document, c'est de le rendre encore plus pertinent. Je pense que ce qui est intéressant, effectivement, il y a des actions qui sont en lien de fait avec des secteurs. Enfin, voilà, on parlait des transports routiers, on parlait du chauffage de bois. Il y a des secteurs qui sont concernés. Le contenu précis des fiches actions, il n'est pas décrit par la loi. Donc, bien sûr que rien n'empêche de faire un renvoi d'une fiche action à une autre avec l'importance que il doit avoir une porte d'entrée qui stipule si on agit en réduction des émissions ou en diminution de l'exposition. On l'a rappelé plusieurs fois, il y a ces deux types d'actions qui sont distinguées, qui sont demandées dans le contenu du plan R. Donc l'important, c'est vraiment d'avoir cette vision en termes d'amélioration de la qualité de l'air. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis certes en train d'agir sur un secteur, mais je suis également en train d'agir soit sur ma réduction d'émissions, soit sur la diminution de mon exposition. C'est ce que je dirais. Je ne sais pas si Anne, tu voulais compléter aussi. Juste compléter ce qu'il faut, ce qu'introduit aussi le plan R, c'est l'obligation, et tu l'as dit tout à l'heure, d'évaluation. C'est-à-dire qu'en complément de ce qui est déjà dans le PCAET, le plan R peut très bien s'appuyer sur les actions existantes, mais montrer que les gains qui vont être gagnés par ces actions-là sont suffisants pour respecter à la fois la tendance engagée par le prépa et à la fois le respect des valeurs limites réglementaires. Et c'est ça la nouveauté principale. Alors, une autre question est, est-ce que le volet R des PCAET a vocation à disparaître? Il semble que non. Alors, je crois que ces questions, elles ont été répondues dans le fil de discussion pour Thomas, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de suivre les réponses. Du coup, je ne comprends pas trop la question, j'avoue. Je dirais que non, parce qu'il est bien, au contraire, prévu d'insister et de renforcer ce volet qualité de l'air. Alors, peut-être que la question, elle porte plus sur l'agencement dans le PCAET du volet R, comment on s'y retrouve ou quoi. C'est bien défini dans la note d'interprétation, donc vous le verrez. C'est pour ça que j'indiquais dans le fil de discussion que je vous invite, dès la réception de cette note, d'en prendre connaissance et si toutefois des questions demeurent, de nous les reposer directement. Donc, si c'était là-dessus par rapport à l'intégration dans le plan R, le plan d'action R, en fait, le volet R du programme d'action est détaché du programme d'action. Donc, on a un programme d'action toute thématique hors qualité de l'air et on a un plan d'action R. Donc, on ne fait pas du tout disparaître le volet R au sens général. Au contraire, on insiste dessus, on le renforce et on le met en évidence. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on aurait ratées dans le fil? Et n'hésitez pas éventuellement à lever la main via Zoom si c'est le cas. Alors oui, toujours une question sur ZFE. À noter que le projet de loi climat et résilience prévoit de rendre obligatoire la ZFE pour les EPCI de plus de 150 000 habitants hors Île-de-France. L'Île-de-France contient plusieurs EPCI de plus de 150 000 habitants qui doivent logiquement étudier l'opportunité d'utiliser une ZFE. Donc non, excusez-moi, ce n'était pas une question. Je croyais que le oui s'adressait à moi quand j'ai posé la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? N'hésitez pas à lever la main sur Zoom si c'est le cas. Il nous reste 5 minutes. Ou si on n'a pas complètement répondu. Ou s'il y a des questions auxquelles on n'a pas complètement répondu. Alors, on va
passer la main à Gwenim Yardin. Oui, bonjour, je vous remercie. Je voulais revenir quand même sur la question des territoires ruraux. Je sais que ça a été abordé par d'autres collègues juste avant. Mais dans le décret, il y avait une mention qu'on pouvait, si on arrivait à démontrer que 95% de la population de la commune ne serait pas, enfin, les valeurs limites étaient respectées pour 95% de la population d'une commune ou du territoire. De ce fait, le PCI démontrait que l'opportunité de l'étude n'était pas justifiée. Est-ce que, à travers les cartes que produit AirParis, on a ces informations-là du pourcentage de population touchée ou du pourcentage de population où les valeurs limites sont respectées? Est-ce que Manon, peut-être vous voulez répondre en premier et éventuellement on complétera derrière sur les aspects réglementaires et puis on complétera sur les aspects techniques et mise à disposition d'informations? Sur la ZFE, je vais peut-être laisser plutôt la parole à Jean-Loup. Oui. Là, je crois que dans votre question, il y a deux choses qui sont bien différenciées. Quand même, là, vous parlez d'un décret. Je suppose qu'il s'agit du décret d'obligation de mise en place de ZFE pour un certain nombre de communes. Oui, c'est ça. Dans ce cadre-là, effectivement, le critère des 95% permet de déroger à l'obligation, mais ça, c'est des éléments qui ont déjà été calculés d'une part par AirParis. Effectivement, on a la liste des communes qui ne respectent pas ce critère-là, et les communes éloignées du centre de l'agglomération, bien entendu, le respectent. Par ailleurs, donc ça s'applique au niveau de la commune, c'est l'obligation de ZFE au niveau de la commune. Et par ailleurs, il y a l'obligation de faire une étude d'opportunité ZFE dans le cadre du plan, cette fois au niveau de l'EPCI, sur un certain nombre de territoires ou à l'échelle entière de l'EPCI. Mais c'est bien deux choses différentes. Ce sont deux articles différents de la loi d'orientation sur les mobilités. L'obligation de ZFE et le 95% de population non exposée qui permet d'y déroger, c'est l'article 86. Et l'article 85 qui oblige à faire des plans R et une étude d'opportunité ZFE ne précise pas que cette étude d'opportunité ne serait pas obligatoire pour les territoires non obligatoirement soumis à l'article 86. Donc, c'est le sens des commentaires de Thomas aussi, Thomas Bouillet dans le chat. Est-ce qu'il y a D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées, d'autres questions supplémentaires dans les 2 minutes qui nous restent? Non, il ne semble pas. J'imagine que la main levée de Gwendine est un reliquat. Oui, pardon, je baisse. Non, pas de souci, ça m'arrive très souvent aussi. Alors, il nous reste à vous remercier pour votre présence et votre participation à ce webinaire. Vous dire qu'on va vous mettre donc à disposition l'ensemble des présentations, aussi l'enregistrement du webinaire, la note évoquée par la grille aussi, et la foire à questions qui reprendra l'ensemble des échanges de cet après-midi et sur laquelle on prendra peut-être le temps de consolider un petit peu plus pour que ça soit le plus autoporteur aussi et qu'éventuellement ça puisse répondre à des interrogations de personnes qui n'auraient pas été présentes cet après-midi. Voilà, merci à tous, merci de votre présence, merci beaucoup à la grille pour votre aide, collaboration et participation très active et en plus vous étiez nombreux à cet échange. Globalement, on a été plus de 100 à être présents cet après-midi en un instant donné. Donc merci encore et merci à tous d'avoir aussi respecté le timing qui nous permet de nous arrêter à 16h pile et on reste à votre entière disposition. N'hésitez pas, s'il y a des questions, vous avez donc les adresses mail des différents intervenants dans la présentation et on vous les repasse à l'écran
Si vous avez très peu de temps, notez juste une adresse mail côté Airparif, on transmettra les différentes demandes et on reste à votre disposition. Merci beaucoup, bon après-midi à tous, au revoir. Merci. Merci, au revoir.